Retrouvez l'intégralité des épisodes de cette série, ainsi que des dizaines d'autres œuvres inédites sur Tellington, notre plateforme dédiée à la fiction sonore, originale et autoproduite. Tellington est disponible sur Android, iOS et par navigateur. N'hésitez pas à vous abonner à la plateforme pour soutenir notre travail. Le lien est dans la description. Tellington, des histoires qui s'écoutent. Acte 1. Des manifestations d'une rare violence. Dans les années 2030, il n'était pas très bien vu d'être un homme politique. Vraiment pas bien vu du tout. Car la politique était perçue par la population comme étant l'instrument par lequel elle s'était, par grande désespérance, retrouvée massivement dans les rues. En effet, entre le chômage de masse, l'immigration climatique, l'absence de politique véritablement écologique, l'instabilité gouvernementale et une série de réformes impopulaires dans la plupart des régimes parlementaires, d'immenses manifestations se sont tenues dans toute l'Europe. Ça ne sentait pas très bon. Il y avait des millions de gens dans les rues. Vous vous souvenez des Gilets jaunes? Cette fois-ci, c'était 10 fois plus gros. Et c'était mondial. C'était aussi beaucoup plus violent. Dans certains pays, ça a été très mal géré par les autorités, notamment en France. Il y avait une forme de jusqu'au-boutisme à l'Élysée. Le pouvoir était tendu. Ça ne sentait vraiment pas bon. Pour la première fois, depuis de nombreuses années, il y avait eu des morts dans les manifestations. On avait dépassé le stade des mutilations au LBD. Un cycle de violence et de surenchère s'était enclenché. La tension sociale était telle que beaucoup de manifestants, à bout, cherchaient effectivement à en découdre. Les pavés volaient, les boules de pétanque aussi. Des paysans répandaient du fumier devant les ministères et bloquaient les rues avec leurs tracteurs. Même les jeunes des cités avaient fini par descendre dans les rues. Certains avaient des armes blanches. Il y avait même des chasseurs. Ils avaient réussi à se pointer avec leurs fusils. Ça ne sentait pas très bon pour le pouvoir politique. L'État a cherché à tout prix à rester sur sa ligne. Après tout, il n'y a eu que 5 morts cette semaine. Regardez nos voisins, ils ne font pas mieux. Il y en a eu plus de 100 en Espagne. Le pouvoir était aux abois. Le président voulait envoyer l'armée dans les rues, juste histoire d'intimider les personnes armées. Mais les généraux refusaient. Mes gars ne voudront pas y aller. Et de toute façon, ce n'est pas leur boulot. On a bien vu comment ça a dégénéré en Italie et en Espagne. Le président était furieux. Sur le papier, il était le commandant suprême des forces armées. Mais la Grande Muette ne voulait pas prendre part aux discussions. L'État ne pouvait compter que sur la police et la gendarmerie. On avait mis en place des plans d'évacuation d'urgence dans les ministères. Dans les grandes villes, la plupart des écoles étaient fermées. Beaucoup de hauts fonctionnaires préféraient travailler depuis chez eux, le trajet jusqu'au boulot étant devenu extrêmement dangereux. Certains feintaient d'avoir troqué leur costume-cravate contre de simples pullovers et leurs chauffeurs privés contre des scooters. Certains quartiers des grandes villes étaient interdits d'accès et gardés par des gendarmes et des soldats de la mission Sentinelle. Contrôle d'identité systématique, route barrée, juste une petite porte installée au milieu d'un grillage de fortune. Il fallait soit habiter, soit travailler dans la rue pour passer. Sinon, il fallait faire d'immenses détours. L'État, très affaibli, du haut de sa tour d'ivoire, faisait la sourde oreille et tentait des coups de communication. Mais les belles promesses intenables étaient étouffées par le hurlement des sirènes de police, de pompiers et de gendarmerie un peu partout sur le territoire. Encore que, dans les campagnes, c'était plutôt calme. Pour garder un semblant de contrôle, le gouvernement ordonna la mise en place d'un couvre-feu et un système d'attestation de sortie. Les déplacements interrégionaux furent interdits, non pas pour empêcher la propagation d'un virus, mais pour empêcher les manifestants de monter sur Paris. Les hommes politiques avaient une peur bleue du peuple. Comme ce n'était pas bien d'employer cette terminologie, ils disaient qu'ils se méfiaient des militants séditieux armés, des radicaux, des fascistes ou des islamo-gauchistes. Tout dépendait du bord politique de l'élu. Autour de l'Assemblée nationale, une zone d'exclusion avait été mise en place. Aucun rassemblement autorisé. Plusieurs compagnies de CRS en permanence. Les députés allaient et venaient sous escorte policière. Les voitures recevaient des jets de pierre, parfois même des cocktails Molotov. De jour comme de nuit, ça clignotait bleu dans les rues de Paris. Au bordel ambiant s'ajoutait une petite mélodie dans les médias. Les manifestations étaient tournées en ridicule et dépossédées de leur substance profonde. On faisait passer les manifestants pour des casseurs, des séparatistes violents qui détestaient la démocratie, des gens venus pour piller, pour casser, pour brûler les petits commerces, des gauchistes, des écologistes extrémistes qui ne comprenaient rien à l'économie. Ils voulaient détruire la République et ses valeurs, en découdre avec la police. Il y en avait, c'est vrai. Mais c'était surtout des gens à bout. Pas de boulot, pas de quoi habiller les gosses,
l'aide alimentaire chaque jour, des PME qui coulaient chaque semaine faute de clients, des petits patrons endettés jusqu'au cou, des paysans qui se suicidaient, une pression fiscale inouïe depuis les plans de relance successifs. Les gens étouffaient, et certains étaient prêts à commettre l'irréparable pour de nouveau respirer. Éditorialistes et membres de la majorité s'en donnaient à cœur joie. Dans les tours et les immeubles des grandes chaînes nationales, un balai incessant de députés, ministres, économistes, experts en maintien de l'ordre, philosophes, chacun avec sa petite mélodie à lui. Une petite mélodie qui, dans le fond, était strictement la même que celle des autres. Ils récitaient leur partition, tandis qu'en coulisses, les policiers et les gardes du corps qui les avaient escortés jusqu'au bâtiment, lui aussi sous très haute protection, les écoutaient en sirotant du café. « Ils s'attaquent à la République et ses symboles. Ils ne passeront pas !» À droite, on voulait toucher à la liberté de la presse, la liberté d'expression, la liberté de manifestation. Il fallait légiférer pour reprendre le contrôle du territoire national. Les politiques, pour la plupart, voyaient le monde à travers le prisme des médias. Ils se disaient qu'en interdisant les couvertures des manifs, c'était comme si elles n'existaient plus. Ne pas montrer les choses, c'était les faire disparaître, non ? Dans le champ médiatique, des termes tels que journalisme militant anti-républicain, journaliste manquant de neutralité, journalisme de complaisance avec les séditieux commençaient à pleuvoir. Il y avait une odeur nauséabonde. Il y avait les bons journalistes, ceux qui corroboraient la parole gouvernementale et montraient la violence des manifestants, ceux qui n'allaient pas trop sur le terrain et qui filmaient de loin, ceux qui prenaient le temps d'interviewer les députés et autres hommes politiques sans jamais remettre leur parole en question. Et il y avait les mauvais journalistes. Non, pire encore, les faux journalistes. Ceux qui ne méritaient même pas leur carte de presse, vu qu'ils donnaient la parole aux séditieux, qu'ils filmaient des flics en train de tabasser des gens. Tout ça hors contexte. Ces gens-là fabriquaient des images pour déstabiliser le pouvoir. C'étaient des gauchistes. On inventait la culpabilité de relais de l'information nuisible. La classe politique était obsédée par cette volonté de contrôle du réel, par le contrôle de l'image qu'il renvoie. C'était presque orwellien. Vous l'entendez, cette petite mélodie ? Cette petite mélodie rythmée par le claquement des bottes sur le bitume. On commençait à en décerner les premières notes dans les médias. Le tempo était donné par le ministère de l'Intérieur. Ils étaient ridicules, ces députés et ces ministres qui défilaient sur les plateaux. Ils se contentaient de placer leurs éléments de langage habituels. Ils enchaînaient les sophismes et les arguments bidons. Ils étaient tous aussi interchangeables les uns que les autres et dépourvus de charisme, de vrais petits robots. Jamais ils ne se remettaient en question. Sauf pour sous-entendre, peut-être parfois, peut-être, qu'ils étaient trop intelligents pour le français moyen, qu'ils n'étaient, dans le fond, peut-être pas assez pédagogues, qu'il fallait mieux expliquer aux gens car ils n'avaient pas bien compris l'action du gouvernement. Le problème, voyez-vous, c'était qu'ils étaient beaucoup trop intelligents et nous trop bêtes. Dès qu'ils se retrouvaient face à un manifestant, ces politicards de plateau jouaient la carte de la complaisance et adoptaient un ton extrêmement paternaliste. « Oh, comme je vous comprends, madame, vous qui élevez seul vos 2 enfants alors que vous n'avez pas d'emploi et que tout votre argent part dans votre loyer. Je vous comprends si bien, moi qui gagne 8 000 € par mois. L'État est là pour vous, vous savez, madame. Avez-vous pensé à demander la nouvelle aide qui vient d'être créée ? Je suis sûr que vous êtes éligible. » Quel spectacle pitoyable. Parfois, avec un cynisme total, les patrons des chaînes d'infos en continu faisaient exprès d'inviter des manifestants incapables de construire une vraie pensée politique. Le mec parlait pas très bien, était mal coiffé, mal rasé, portait des vêtements de pauvre. Il ne regardait pas la bonne caméra, avait une fausse assurance dans la voix. Oh, comme c'était touchant. Pourtant, il n'était pas bête. Il voyait ce qui déconnait dans sa vie. Il savait dire sa souffrance, mais pas d'où elle venait. Il était content qu'on l'invite à la télé. Il était là, parmi les gens en costume cravate rompus à l'exercice. « Y en a marre des impôts et des taxes, on fait que payer, payer, payer !» Mais enfin, monsieur Flantier, l'impôt permet le bon fonctionnement de la collectivité. Vous savez, il faut payer les professeurs, les hôpitaux, les routes, les pompiers. Ah oui, je sais, mais... Et en plus, je crois savoir que ceux de votre tranche d'imposition bénéficient d'une nouvelle prime de redistribution. Vous savez, grâce à la nouvelle réforme de notre gouvernement, on vous reverse tous les mois 150 €, c'est automatique. Ah bon ? Ce qu'on ne disait pas à Monsieur Flantier, c'est que bien qu'on lui reversait 150 € par mois, dans le même laps de temps, le coût de sa vie avait augmenté de 2 fois cette somme. Le prix du carburant avait triplé en quelques années. Ça commençait à devenir rentable d'acheter un véhicule électrique. Il y avait même des aides pour ça. Mais Monsieur Flantier s'en fichait, il voulait juste garder sa vieille Peugeot. En l'espace de 10 ans,
Le prix des denrées alimentaires avait augmenté de 20%, 2% par an. Sur la viande, c'était 40%, et on ne parlait même pas des loyers qui avaient pris 17%, 1,7% par an. Le salaire de M. Flantier, lui, en revanche, n'avait pas bougé d'un centime. Quand c'est progressif, on ne se rend pas compte qu'on se fait avoir. Notre M. Flantier, au moment où il était sur cette chaîne d'information en continu, il payait 950 € de loyer. Il y a 10 ans, il ne payait que 788 € pour le même appartement. 161 € dans la tronche en 10 ans. Mais d'une année à l'autre, ça ne faisait que 17 €. Vu qu'il avait cessé d'aller au restaurant plus d'une fois par mois, il avait quand même l'impression d'économiser. Comprenez ceci. Dans presque tous les domaines des dépenses de la vie courante, les coûts augmentaient de manière géométrique, mais pas les salaires. Les dividendes des actionnaires, elles, en revanche, explosaient. Les millionnaires poussaient comme des champignons, les pauvres aussi, malheureusement. La plupart des gens en avaient marre. Le discours de fausse ouverture et de dédain, à peine dissimulé de la classe politique, provoquait de grandes tensions. Un peu partout en Europe, des groupes violents ont émergé, en réponse à la violence des gouvernements. Je vous rappelle que dans les manifestations de 2030, il était possible de perdre la vie. Parfois, à force de prendre des coups de matraque sur la tête. Parfois, noyé dans la Seine, suite à une charge de CRS. On ne vous repêchait pas. Je vous l'ai dit, les gilets jaunes de votre époque, c'était qu'un tout petit début. Les phénomènes de déclassement n'ont fait qu'accélérer. Si le flic responsable de la mort de l'un de vos copains n'avait pas été filmé par un manifestant ou la presse, vous pouviez être sûr qu'il ne serait jamais poursuivi. Les gars avaient beau avoir des caméras piétonnes, comme par hasard, ça ne filmait pas à ce moment. L'impunité était presque totale. La majorité des flics qui avaient une conscience professionnelle et qui osaient émettre des réserves se faisaient écraser par leur hiérarchie. Et leurs collègues, les plus violents, bien que minoritaires, étaient promus. Il suffisait d'un seul flic ultra-violent pour anéantir le travail de dizaines d'autres qui cherchaient à bien faire, avec humanité, honneur et respect. Mais le ministère de l'Intérieur laissait couler. La fracture entre la population et sa police était telle qu'il y eut de grandes vagues de démissions chez les forces de l'ordre. D'autres se sont mis à ne fréquenter que des collègues, à rester entre eux. D'autres encore mentaient sur leur métier ou faisaient croire qu'ils restaient dans les bureaux pour traiter des dossiers. Le besoin, en termes de maintien de l'ordre, était tel que ça recrutait à tour de bras. Des milliers de recrutements chaque année. Ils ont abaissé drastiquement les critères de sélection. Formation accélérée au maintien de l'ordre qu'ils ont appelé ça. Il suffisait d'avoir 5 sur 20 pour être pris. Les instructeurs avaient l'obligation de repérer et laisser passer les plus violents. Je me souviens avoir vu des jeunes CRS, à peine majeurs, en train de tabasser un grand-père. Il voulait juste rentrer chez lui. Il rentrait du marché. J'en avais vu d'autres poser leur casque et se mettre à pleurer en hurlant « Bon sang, mais qu'est-ce que je fous là ?» Tandis qu'à leurs pieds se trouvaient des flaques de sang. Le sang des manifestants qui avaient été tabassés quelques secondes plus tôt. Quelques instants plus tard, ils étaient tapés par leurs collègues et exfiltrés de la manif. Dans les moments d'extrême tension, ils ont utilisé un nouveau genre de gaz lacrymogène. Outre le fait de brûler les yeux et de faire tousser, il obstruait quelques instants les poumons, provoquant durant quelques secondes une sensation d'étouffement. C'était presque métaphorique. C'était du grand n'importe quoi. C'était effrayant. En dehors des manifestations, la petite routine habituelle continuait. On traitait les affaires courantes, mais dans la rue, c'était une sorte de zone de non-droit. Il n'y avait plus vraiment de procédure. Les policiers qui n'étaient là qu'en renfort vivaient dans une forme de schizophrénie professionnelle. Au bureau, on suivait la procédure. Dans les rues, c'était un peu plus arbitraire, voyez-vous. Des projectiles volaient dans les deux sens. Les uns tiraient des pavés et des cocktails Molotov, les autres des grenades et des LBD. Il arrivait parfois que certains flics à bout sortent leurs armes. La plupart du temps, ils tiraient en l'air. Ça glaçait le sang des manifestants qui s'éloignaient, mais c'était de courte durée. Surtout que ça poussait les exaltés du cortège à remonter en avant. Et certains d'entre eux étaient aussi armés. Je me souviens d'une scène terrible où un policier, voyant son collègue pris à partie, menaça des manifestants avec son arme de service, tandis que 2 de ses collègues tiraient en l'air. Mauvaise idée. Dans les minutes qui suivirent, une demi-douzaine de chasseurs et de paysans armés de carabines arrivèrent. Heureusement, grâce au courage exemplaire d'un gendarme mobile et d'un manifestant, personne ne tira sur personne. Chacun abaissa son arme et l'écart entre les boucliers des CRS et le reste du cortège fut agrandi. La scène, filmée par de multiples personnes, tournait en boucle sur les chaînes d'information en continu. Le terme de guerre civile commençait à être martelé, inlassablement, tous les jours, toutes les heures, toutes les minutes. Ça arrive, ça vient, la guerre civile, la guerre civile. Au bout d'un moment,
les gens n'osaient plus trop sortir. Seuls les plus déterminés et prêts à en découdre se rendaient aux manifestations. Mais ce qui avait véritablement stoppé les mouvements de contestation et empêché un basculement qui était sur le point de se faire, c'était que l'Europe avait décidé en urgence d'ouvrir les vannes. Des milliers de milliards d'euros furent débloqués comme par magie. Fonds de solidarité pour les populations européennes, qu'ils ont appelé ça. Pour calmer la grave crise démocratique en cours, ils nous ont mis sous perfusion de pognon. C'était un genre de revenu universel qui ne disait pas son nom. Le fait est que le contexte économique et la tension sociale l'avaient rendu nécessaire. 650 € par mois pour tout le monde. En échange, les gens fermaient leur gueule et arrêtaient de manifester. Ce n'était pas dit comme ça, bien sûr, mais le matraquage médiatique était orienté de la sorte. Victoire de la rue, le peuple obtient son dû, plus aucune raison de manifester, les gens ont gagné. Pour calmer les esprits, le ministre de l'Intérieur, Harold Ladier, demanda une réforme de la doctrine du maintien de l'ordre, et quelques mois après, il démissionna. Certains députés qui avaient tenu des propos extrêmement problématiques et jeté de l'huile sur le feu furent virés de leur parti. Ils se reconvertirent dans le privé où leur attendaient des postes bien payés. Des dizaines de policiers qui jusqu'ici jouissaient de l'impunité pour leurs crimes en manif furent écroués et écopèrent de lourdes peines. Les garanties données par le ministre de l'Intérieur avaient expiré en même temps que sa démission. C'était plus facile de faire sauter quelques préfets et policiers que de virer des hauts fonctionnaires. Des familles endeuillées qui n'avaient jamais vu leur enfant rentrer de manifestation bénéficièrent de généreuses compensations et purent enfin connaître la vérité. Un sentiment de justice fut créé artificiellement et entretenu par les médias. Tout ça, c'était derrière nous. Maintenant, on pouvait de nouveau aller de l'avant, faire la fête, boire des coups, se retrouver. La paix sociale avait été achetée par de l'argent, des démissions et des condamnations. Mais cette parenthèse de répit fut de courte durée. Découvrez la suite de cette histoire en vous rendant sur Tellington. Le lien est dans la description.